Dans un monde de plus en plus numérique où le digital rythme notre quotidien, quand on est réveillé par son smartphone, qu'on a une machine à café programmable, que notre voiture quasi autonome est truffée d'électronique et d'informatique, mais aussi avec l'élection de nos représentants ou le badge d'entrée pour arriver au bureau, le risque cyber est partout. Il a augmenté de manière vertigineuse comme notre dépendance au numérique. Nous recevons aujourd'hui dans Pièce Maîtresse Elena Poincé. Elle est cofondatrice avec Laurent Oudot de Tetris, une société de cybersécurité et de cyberdéfense. Une entreprise qui vient de lever 44 millions d'euros pour accélérer son développement déjà impressionnant. On va le voir, Tetris et Elena Poincé, ainsi que son cofondateur, ont une vraie valeur ajoutée. Merci d'avoir accepté notre invitation. La sécurité au cœur de l'ADN d'Aucoffre, un peu comme votre ADN à vous, puisque même en tant qu'individu, puisque une partie de votre vie, vous avez été membre du service action de la DGSE. Alors, on peut dire espionne. On peut le dire, oui, si vous voulez. Donc quel est justement votre parcours? Comment vous arrivez à devenir cofondatrice d'une entreprise éditrice de logiciels en cybersécurité? Merci Benjamin de me recevoir au coffre.com. Comment ça s'est passé? C'est la rencontre entre deux individus, hein, donc Laurent Oudot et moi-même, et chacun avec un parcours complètement différent. Si je les mets en parallèle, moi j'étais officier dans l'armée de terre, j'ai fait 26 ans, donc 12 ans dans l'armée traditionnelle où je faisais des réseaux intégrés pour les transmissions automatiques. Et puis après, j'ai décidé d'avoir un parcours encore plus opérationnel. Et donc là, je me suis portée volontaire pour être au service action de la DGSE, où là j'ai fait 14 ans de mission clandestine pour défendre les intérêts de la France en dehors de nos frontières. Hein, c'est la définition qui est donnée. Et puis, parallèlement à ça, Laurent Oudot, qui lui est un hacker éthique depuis 1984, où il a commencé à l'âge de 9 ans sur le Commodore 64 de son père, à programmer ses jeux et puis à le pirater l'année d'après. Et puis, il est resté dans la matrice tout le temps. Et lui, il s'est retrouvé aussi à la DGSE. Et là, un jour, on s'est croisés pour une mission très spéciale. Et puis, on a décidé, donc ça a été un coup de foudre personnel et professionnel en même temps. Et puis, on a décidé de créer notre société de conseil à l'époque, d'expertise en test d'intrusion de niveau étatique pour nos clients du privé. Sur cette rencontre, pour ceux qui ont vu le Bureau des légendes, en fait, vous avez à un moment donné besoin d'un geek. Et c'est Laurent Oudot qui arrive, qui est devant vous. Voilà, je vais plutôt dire un cyberespion alors. Ouais, voilà. Et c'est Laurent Oudot qui arrive et puis je l'embarque dans une équipe. Et puis voilà. Alors, vous êtes donc militaire, donc fonctionnaire, et comment on en arrive à devenir chef d'entreprise? Mais on apprend. Alors, on apprend aussi, au départ, on n'était que tous les deux, de toute façon. Donc là, c'est relativement facile. On prend un expert comptable et puis on commence à comment j'allais dire, récupérer des clients et puis on commence à travailler. On fait ça pendant 2 ans. Et puis au bout de ces 2 ans de conseil, où à chaque fois Laurent traversait toutes les barrières de cybersécurité qui existaient sur le marché, je lui ai dit, écoute, ça sert à rien ce qu'on fait. Et si on créait une solution de cyberdéfense, toi, tu connais tout du monde offensif. Et là, on a fait une grosse bascule, un gros virage, un gros pivot, monde offensif au monde défensif. Et puis, on a commencé en 2012 à coder cette première solution de cybersécurité. Puis en 2013, on a commencé à la vendre. Et puis, à cette époque-là, on était du côté d'Orléans. Et on s'est dit, et comme Laurent était à l'ENSER Matmeka à Bordeaux comme ingénieur, et qu'il a créé la première filière de sécurité informatique en 1999 comme professeur, et il l'a mis en place à l'ENSER Matmeka, pardon. Et naturellement, on s'est dit, mais il nous faut des ingénieurs, on va pas arriver à tous les deux à créer une solution, à la vendre, etc. Et donc, on est redescendu sur Bordeaux. Et puis, on a retrouvé cette filière qu'il avait nourrie et puis après qui a été reprise par d'anciens collègues à lui quand il était au CEA. Et puis, voilà, on a commencé et petit à petit, des choses se sont mises en place, des clients, des ventes et puis des recrutements. Donc aujourd'hui, ce que fait Tetris, c'est de l'automatisation de détection de risques cyber?
Alors, nous sommes éditeurs d'une solution, donc c'est-à-dire c'est du software qu'on place, ce sont des capteurs extrêmement innovants qu'on place dans les stations de travail, les serveurs, le network, c'est-à-dire tout ce qui est flux réseau, que ce soit dans le cloud aussi, etc., pour nous donner de la détection et et effectivement, l'automatisation pour neutraliser toutes ces menaces, ces cybermenaces. Nous, à l'heure d'aujourd'hui, on a à peu près 700 000 nouveaux virus. Hein. C'est ce qu'on voit, nous, hein, par rapport à tous nos clients et par rapport à toute notre base de Cyber Threat Intelligence. 700 000 virus par jour en semaine. Donc, il y a à peu près 200 000 le week-end. Donc, ça fait plus de 4 millions et quelques de nouveaux virus qui arrivent sur le net, quoi. Et nous, c'est ce qu'on constate à l'heure d'aujourd'hui. Donc, c'est monstrueux, en fait, hein. Mais et combien arrivent aux portes de vos clients? Ah ben, elles sont neutralisées au fur et à mesure, puisque c'est ce système-là qui détecte et qui c'est-à-dire c'est un petit agent qu'on place dans les stations de travail, dans les serveurs, et quand il y a quelque chose qui arrive, il se dit « Oh là là, c'est pas normal, c'est quoi ce truc ?» Et tout un système d'analyse part dans une intelligence globale et collective qui nous permet d'analyser, de mettre ça dans des bacs à sable, de mettre ça dans des fermes très spéciales, etc. Et avec cette intelligence artificielle qui est à l'intérieur de tout ça, cette hyper-automatisation, que ce soit du deep learning ou du machine learning, eh bien tout ça est mis en place et automatiquement, eh bien l'analyse est faite. Et l'analyse est faite, donc soit c'est neutralisé, ou soit parce que avec des poids, des systèmes de poids, on n'est pas sûr de se dire est-ce que c'est vraiment, est-ce que c'est quelque chose qui a été codé à la main et qui est, comment j'allais dire, valable dans l'entreprise et qui est très spécifique à l'entreprise, ou est-ce que c'est quelque chose qui arrive d'un mail, je sais pas, d'un lien connecté, etc. Et donc après, eh bien, on peut reporter ça à l'humain qui lui va faire une analyse un peu plus approfondie. Quand vous parlez de virus, c'est les virus que nous, on peut recevoir en tant que particulier par ces mails qui ont une pièce jointe, ou ça peut être autre chose? Parce qu'en fait, on se dit, si je ne clique pas sur une pièce jointe, je n'ai aucun risque. Mais c'est plus possible dans une entreprise. L'entreprise ne travaille pas. Donc, une pièce jointe, c'est le problème. Donc, il doit y avoir une analyse automatiquement. Puisque nous, on se place dans les couches très, très basses de Windows, que ce soit d'un Linux ou d'un macOS. Et c'est là où, quand la pièce jointe arrive ou quand l'exé arrive et qu'il passe au travers de Windows, et du coup, il fait un comportement malveillant de Windows. Et c'est à ce moment-là, nous, parce qu'on est dans les couches très, très basses, qu'on voit ce virus qui n'a pas lieu, qui n'a pas besoin d'aller faire un déplacement latéral, qui n'a pas besoin d'envoyer un ransomware, qui n'a pas besoin, voilà. Donc, et c'est tout ça, c'est toute cette analyse-là qui est extrêmement forte. Et surtout, ce qui est extrêmement important, c'est que tout le monde se rende compte que les antivirus des années 90, etc., je ne veux pas dire que c'est fini, mais ce n'est pas suffisant. Voilà, parce qu'un antivirus, ce sont des bases de signatures qui sont faites par des humains. Quand on a 700 000 nouveaux virus qui arrivent par jour, on n'a pas 700 000 signatures qui arrivent par jour. Et en plus, ces antivirus ne sont pas connectés, puisque voilà, c'est dans le disque dur, enfin c'est dans le driver de l'antivirus. Et donc, ces nouvelles technologies qui s'appellent EDR, Endpoint Detection Response, donc détecte et répondre à la menace. Ce sont des choses qui sont connectées au cloud, qui permettent justement de neutraliser toutes les signatures qui sont inconnues. L'antivirus, c'est les signatures connues, c'est-à-dire le virus est là, j'ai la signature anti-virus, mais si un virus est là et il n'y a pas la signature, il le laisse passer. C'est ça le drame de l'antivirus. Et c'est pour ça qu'on se retrouve avec des entreprises qui se retrouvent avec un ransomware, disent j'ai mis mon antivirus à jour, j'ai mis ceci, j'ai mis cela, et ça ne fonctionne pas. Il faut un EDR, et un EDR qui ait les capacités de remédiation. Sinon, ça ne sert à rien en fait. En fait, c'est la course permanente entre le pirate et la personne qui défend. C'est ça. Et c'est pour ça que dans notre conception à nous, Tetris, on a mis en place ces différentes connexions, là, ce que j'expliquais tout à l'heure, c'est-à-dire cette intelligence globale et collective, c'est-à-dire que si un virus arrive chez un de nos clients qui est en Chine, par exemple, et on le détecte malveillant, etc., pour tous nos clients, eh bien, automatiquement, les agents de partout se disent, eh bien,
si je vois ce virus-là, moi, ici en France, eh bien, je le neutralise parce que je sais qu'il est méchant. Et ça, c'est fait instantanément. Et ça, il n'y a que l'hyper-automatisation qui peut le faire parce qu'un humain, eh ben, et ce qu'il faut savoir, c'est qu'avec un antivirus classique, en moins d'une heure, un pirate, et même en quelques minutes, hein, un pirate le traverse. Et puis, ensuite, après, il vous pompe toutes vos données. Ensuite, il vous met le ransomware. Et puis après, il vous laisse le petit fichier texte pour dire, ben, si tu veux tes données, eh bien, voilà l'adresse mail et voilà combien il faut payer, quoi. Pour les entreprises, en fait, le risque est quand même hyper important parce que ça veut dire pour certaines entreprises attaquées un arrêt d'exploitation, c'est-à-dire que l'entreprise ne travaille plus. Là, il y a des exemples là-dessus où en fait on se dit toujours, parce qu'il y a peu de plaintes, ou en tout cas il y a peu de publicité, c'est évidemment, puisque... On entend les hôpitaux. Alors il y a les hôpitaux, on les entend, mais les autres, on les entend pas. C'est-à-dire que, et je crois que même les services spécialisés dans la gendarmerie ont du mal à récupérer des plaintes parce que une sorte de petite honte de ne pas avoir réussi à se défendre. En même temps, oui, parce que c'est l'image, parce que de toute façon, une entreprise qui se fait pirater, alors ça dépend du style de l'entreprise, mais celle où la production s'arrête, et si elle a des clients, ils sont bien obligés de communiquer, sont bien obligés de faire une démarche de plainte à la gendarmerie ou ailleurs pour faire fonctionner leur assurance potentiellement, etc. Mais ça, c'est vrai que c'est un vrai souci, et pour une TPE, PME ou pour n'importe quelle société, la priorité, c'est bien des backups à jour, en permanence, et puis ces solutions-là qui permettent, parce que en fait les entreprises réfléchissent toujours en mode village, c'est-à-dire la périmétrie, c'est-à-dire on met des clôtures, un firewall, un VPN, ceci, cela, etc. Mais les pirates, eux, ce qu'ils ont à l'heure d'aujourd'hui, ça s'appelle des 0D, c'est-à-dire ce sont des attaques, des outils d'attaque qui ont 0 jour et qui, par exemple, eh bien, sur un VPN, eh bien, achètent ce 0D à des brokers et passent au travers de ce firewall, par exemple, et puis ça y est, ils sont dans l'entreprise. Et c'est pour ça qu'il faut absolument mettre des protections sur tous les serveurs, les stations de travail pour éviter tout ce piratage. C'est-à-dire que les douves autour du château fort, ça suffit pas. Ça suffit pas, parce qu'il peut y avoir un parachutiste qui arrive en plein milieu et ça y est, qui commence à larguer ses bombinettes et puis après l'entreprise est morte. Mais c'est vrai que une solution de type EDR, c'est un coût moindre par rapport à la perte d'une société. Moi, j'en sais rien. Nous, on a un store en ligne justement à Tetris pour permettre aux TPE, PME qui ont de 1 poste à 100 postes de pouvoir acheter cette solution. Je crois que c'est, je sais plus, je ne vais pas dire de bêtises, mais c'est entre 15 et 20 euros pour la protection d'un poste sur une année. C'est ridicule par rapport à la perte de son entreprise et puis créer du chômage et tout ce qu'on peut deviner par la suite, quoi. La réalité, c'est qu'on pense que les pirates ne s'attaqueront pas à des petits. Alors ça, le pirate, lui, il lance ses virus, il part à la pêche, il met son gros filet, et puis après, il voit ce qui peut arriver. Là, à l'heure d'aujourd'hui, la cybercriminalité, pour reprendre un petit peu, alors je vais peut-être embrayer sur une question, mais par rapport au conflit en Ukraine, on s'est dit au début de l'année dernière, puisque ça va faire quasiment presque 1 an maintenant, ça y est, il va y avoir la cyberguerre va arriver, etc. Sauf que la cybercriminalité, elle a été cassée, elle, parce que les Russes employaient des Ukrainiens pour toute cette partie de recherche et développement, parce que la cybercriminalité, c'est comme une très grosse entreprise. Il faut l'imaginer avec de la recherche et développement, il faut l'imaginer avec des gens qui font de la reconnaissance pour aller chercher des entreprises qui ont des failles. Ils ont un service administratif, un service financier, ils ont même un service de recrutement RH, et ils sont répartis sur toute la planète. Donc c'est une entité énorme. Et d'ailleurs, il faut même comprendre que la cybercriminalité fait plus d'argent que la drogue. Et donc ça devient extrêmement intéressant pour tout le monde. Et puis on se retrouve avec dans beaucoup d'open source qui donnent des facilités pour avoir des backdoors, pour placer des backdoors dans les entreprises. Et effectivement, les Ukrainiens, en fait, on s'attendait à ce que les Ukrainiens et les Russes s'attaquent avec ça, mais parce que les Ukrainiens sont de très bons informaticiens. oui, les Russes aussi, mais les Ukrainiens oui, et tout à fait. Et donc, on s'est retrouvé avec cette cybercriminalité là complètement cassée.
Et à partir de juillet, on a revu un petit peu des attaques, parce qu'on parle que celles en France, mais il y en a eu partout sur la planète. Et en fait, ils se sont restructurés. Donc là, il y a eu après un peu de... il n'y a pas eu que les Russes et les Ukrainiens. Après, la Chine est arrivée pour se structurer aussi. Donc, c'est une cybercriminalité qui se reconstruit. Et puis, à partir de juillet, on a revu des attaques. Et parce qu'ils ont besoin de faire un chiffre d'affaires. Parce que c'est comme une entreprise. C'est ça qui est fou. Alors, il y a le côté criminalité, on va dire mafieux, hein, c'est des systèmes Oui, comme de la complètement. mafia, mais il y a aussi des opérations de désinformation, et là je parle plus à la personne qui a travaillé pour un service spécialisé dans ces sujets-là, mais de la désinformation, de la déstabilisation, soit des États, soit des grandes institutions, soit d'entreprises qui sont importantes ou stratégiques dans un pays. Il n'y a pas que de la criminalité qui cherche à avoir de l'argent. Non, bien sûr, parce que là, c'est du cyberespionnage, parce que la cybercriminalité peut potentiellement servir de passe-plat, j'allais dire entre guillemets, c'est-à-dire un service étatique qui n'a pas envie de se griller va potentiellement utiliser la cybercriminalité pour faire ses actions malveillantes, histoire que ça ne remonte pas jusqu'à eux. Donc ça, c'est tout un système d'officine qui se met en place. Et effectivement, le cyberespionnage est extrêmement utilisé par les services parce que la recherche et développement, c'est le cœur du potentiel business futur. Et ceux qui peuvent avoir récupéré ce haut de la pyramide de l'innovation, eh bien, c'est eux qui feront tout de suite le marché de demain, quoi. Donc, alors, je vais revenir sur les entreprises et je vais revenir sur cette histoire de TPE-PME parce que vraiment, on a l'impression qu'elles ne se protègent pas ou en tout cas qu'elles ne sont pas informées ou qu'elles se disent que ça ne va pas les toucher. Vous avez des chiffres et dans vos clients ou dans vos prospects, vous voyez qu'il y a vraiment des TPE et des PME qui ont souffert parce que attaqués, parce que détruites, un service informatique détruit ou des choses comme ça? En fait, je crois qu'ils sont tous alertés parce que la presse en parle de plus en plus depuis le Covid, hein, plus ou moins. S'ils ne font rien, ben, personne ne peut les obliger. C'est simplement un coup, il faut qu'ils se renseignent auprès des bonnes personnes parce qu'il y a effectivement énormément de commerciaux qui vont vendre différentes solutions pour leur dire ceci, cela. Et comme je le dis souvent, autant on peut se repérer quand on fait des travaux dans sa maison ou on appelle un électricien pour faire de l'électricité, etc. Mais en informatique et en cybersécurité, c'est vrai que c'est extrêmement complexe. Et puis, bien souvent, le chef d'entreprise ne sait pas ce qui se passe. Parce qu'il y a un monde, en fait, dans ce numérique qui n'est pas visible par les humains et on a l'impression que ce n'est pas possible, en fait, que quelqu'un puisse être dans votre ordinateur, puisse voir tous vos fichiers, puisse vous écouter, puisse vous regarder, etc. Donc, ben oui, parce qu'en fait, c'est très anxiogène. C'est peut-être pour ça qu'on ne franchit pas le pas. C'est-à-dire qu'on se dit, ça arrive qu'aux autres. Oui. Ben moi, je me souviens d'un exemple, c'était une grosse industrie. Et puis, il y avait le responsable informatique qui était là et on lui montrait les chemins d'attaque possibles pour se faire espionner. Il dit, mais pourquoi est-ce que moi, je me ferais espionner? Je suis ici, en plein milieu d'une forêt, avec mon usine, etc. Mais en fait, le service d'espionnage ou le hacker qui a envie de se faire de l'argent, à l'autre bout de la planète, il s'en fiche, lui, que tu sois dans une forêt, en plein milieu de la ville, etc. À partir du moment où tu as des failles, tu deviens une proie. Alors, on va conclure avec les menaces de demain. Quelles sont-elles? On a vu, le grand public a découvert l'intelligence artificielle, ChatGPT. On a l'impression qu'on peut créer du code d'une manière extrêmement facile. On va avoir des gens qui vont générer des mails types de phishing en appuyant sur un bouton, même s'ils ne parlent pas le français ou la langue d'un pays. Est-ce que ça, c'est le futur risque, c'est-à-dire l'usage de l'intelligence artificielle par les pirates ou par les cybercriminels pour attaquer? En fait, la méthode d'attaque sera toujours la même. Toujours la même. C'est-à-dire,
cette périmétrie, les 0D rentrer dedans, ou si c'est un mail, un phishing qui rentre sur l'ordinateur, eh bien il va falloir encore une fois cet EDR là, Endpoint Detection Response, pour arrêter ça. Peu importe en fait. Et la seule chose qu'on peut essayer d'imaginer, mais peut-être plus dans le futur, c'est-à-dire que un cybercriminel va effectivement utiliser l'intelligence artificielle pour faire une arme qui ne soit pas détectable, mais ça va arriver peut-être beaucoup plus tard, quoi. Pas là, tout de suite, maintenant. Parce que les systèmes, vous avez du Windows, vous avez du Mac, vous avez du Linux, ce sont des serveurs, voilà, vous changez de version, mais on reste toujours dans la même chose, quoi. Au niveau des ordinateurs, les ordinateurs, eux, ils vont pas évoluer avec de l'intelligence artificielle à l'intérieur, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, on peut imaginer que ça risque d'arriver, peut-être dans 3 ans, 5 ans, mais pas demain. Demain, alors ça dépend où est-ce que c'est demain. Mais là, pour le moment, on est encore dans des systèmes et des chemins d'attaque qui sont très, j'allais dire, traditionnels et qui existent déjà depuis 15-20 ans, en fait. Oui, c'est la même écriture, le même langage et la même façon d'opérer. Exactement. La seule chose qu'on peut voir, c'est qu'il y a de plus en plus de personnes qui utilisent, comme je disais tout à l'heure, ces moyens qui sont en open source et qui essayent d'attaquer. C'est ça, donc, on a une multiplication des pirates. Exactement. C'est-à-dire qu'avant, il fallait être un bon informaticien et maintenant, avec un tuto presque. Ouais, c'est ça. Bon, j'espère quand même qu'ils... Oui, j'espère. Ouais. Très bien. Alors, est-ce qu'on peut peut-être expliquer comment ça fonctionne pour installer une solution comme la vôtre concrètement? C'est-à-dire que je suis une PME, je n'ai pas encore été attaqué, ou en tout cas je le crois. Comment on fait? On va sur un site internet, vous l'avez dit, acheter une solution, ou il faut installer des choses compliquées? Alors, on va sur le store.com, on achète la solution pour 1 an, 2 ans, 3 ans, et on reçoit un mail, il y a une petite authentification, savoir si c'est bien la bonne personne, etc. Puisqu'on reste quand même dans un monde de sécurité. Et puis là, il y a simplement un lien qui est un bon lien, et il suffit de cliquer dessus et puis d'installer en cliquant 2 fois sur la station, et puis ça y est, c'est installé. Et on a des rapports, on sait qu'on Alors, a été attaqué. oui, voilà, il y a une petite pop-up qui arrive, qui dit, je ne sais plus, c'est menace neutralisée, parce que la personne ne s'en est pas rendue compte. Elle a cliqué sur quelque chose et puis d'un seul coup, elle peut voir une pop-up. Voilà. Mais il n'y a pas de rapport. Là, on est simplement dans protégez-vous, vaccinez-vous, quoi. À la limite, j'allais dire, vaccinez-vous contre les ransomware. Achetez une solution de type EDR. Alors, oui. je veux juste rajouter quelque chose, parce que quelquefois, nous, notre EDR, comme c'est dans le cloud, on travaille avec OVH, donc tout est en France. Si vous achetez des solutions étrangères, tout part aux États-Unis ou ailleurs. Donc simplement que les gens en ont conscience, parce que quelquefois, moi j'ai vu un CEO qui me dit « Oh mince, je te découvre maintenant, je ne savais pas que ta société existait, etc. J'ai acheté tel... Je dis « Mais est-ce que tu es au courant que tout ce que tu as dans tes disques durs, tes données, tes PowerPoint, tes Excel, etc. partent dans le cloud américain ?» Et là, il me dit non. Ben oui, dommage, quoi. Après, les gens font comme ils veulent, mais au moins qu'ils soient informés. Très bien, merci beaucoup. Alors juste, la question m'intéresse parce que vous l'avez évoqué tout à l'heure hors micro, mais vous n'êtes pas fan des tests d'intrusion. Alors que vous en avez fait beaucoup. Enfin, les débuts de Tetris, c'est des tests d'intrusion. Et là, aujourd'hui, vous dites, en fait, pour reprendre votre idée du vaccin, c'est limite, on fait une prise de sang, quoi. Oui, c'est ça, exactement. Et donc, il faut mettre tout de suite le vaccin. Et puis après, si on veut vérifier, parce que une entreprise, c'est différent, le réseau, chacun a des réseaux différents, et bien après, il faut faire un test d'intrusion. Il faut faire la prise de sang pour voir effectivement si on n'a pas la maladie. Mais oui, il faut tout de suite se protéger, comme on l'a fait tous avec le Covid potentiellement, tout de suite se protéger.